la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy qui est de retour pour vous présenter la 240e chronique de Joss Randall qui s'appelle « Chronique d'une défaite annoncée ». Apophthegme numéro 1. Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chaîne ? Alors je vous avais abandonné quelques temps parce que j'avais autre chose à branlocher déjà, mais je vous cache pas que j'aurais préféré vous retrouver pour de meilleures nouvelles. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est à se demander, les esprits chagrins parmi vous se disent « Tiens, il n'était pas là pour les victoires, il revient, il y a une défaite. » Bon, sachez que, comme dirait Christmas Le Graët, j'en ai rien à secouer, je continue. Alors aussi bizarre que ça vous paraîtra peut-être, d'après tout ce que j'ai pu lire, et bien que je me sois quand même sérieusement gelé les noyaux dans un chaudron absolument glacial, moi j'ai plutôt vu un bon match samedi. En tout cas, j'ai pendant un petit moment, et puis j'ai vu des intentions, j'ai vu une équipe qui de temps en temps ressemblait à une équipe, modulo le peu d'actions de but réellement nettes pour valider cette impression positive. Si, je vous assure, je trouvais ça pas si mal. Enfin, ça c'était avant le drame, évidemment. Avant que notre coach nous fasse part de ses idées géniales. Donc en gros, c'était jusqu'à la 85e. Car 10 minutes plus tard, comme tout le monde, j'avais le gésier qui se prenait les pieds dans la rate et tous les deux se seraient affalés dans mon intestin grêle si mon pancréas ne les avait pas retenus. Complètement groggy le cow-boy. De quoi se la léguer par contumace au musée de l'homme, histoire de pouvoir continuer à épater les dames après son trépas. Et cerise sur le McDo, vous connaissez sans doute le concept de la victoire à la Pyrrhus. Alors l'expression est une allusion au roi Pyrrhus Ier d'Épire, dont l'armée souffrit des pertes colossales et irremplaçables quand il s'était cogné les Romains pendant sa guerre d'Italie. En gros, c'est une victoire obtenue au prix de pertes si lourdes pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Et bien nous, à la SS, on a inventé le concept de la défaite à la Pyrrhus. C'est non seulement on se fait enfler en 3 minutes, mais en plus, on perd du monde important côté joueur. Briançon et Lumière, Kader Bamba les œufs, etc. Cela dit, je fais la Vierge effarouchée dans les 10 dernières minutes, mais des fois j'en deviens con à force d'être trop naïf, moi. Parce que pendant le match, les changements opérés par le coach racontaient d'eux-mêmes les prémices d'une défaite annoncée. Premier chapitre, du mieux, pourtant insuffisant. Alors à tête reposée, comme disait ce bon Louis XVI, je me repasse le match dans la tête, et jusqu'à la 78e minute, et ce but un peu magique de Charbonnier and Clyde, merci à ma gonfle Zoé Duquela, je la garde, j'allais plutôt bien. Si je déplorais toutefois le peu d'actions nettes créées par nos Verts, je les ai quand même trouvés plutôt pas si mal dans le jeu, à part ce but pris au bout de 3 minutes qui rappelait les vieux démons, et qui plus est face à une équipe de Sochaux d'un niveau au-dessus de ce que j'avais vu jusqu'ici à Geoffroy Guichard, même nettement au-dessus, surtout dans le domaine offensif. Alors bien sûr, l'insupportable lenteur de mon conduit sans permis dans l'entrejeu ne m'a pas fait oublier, c'est le moins qu'on puisse dire, le dynamisme de Bouche Harry Potter. Et il ne m'avait pas non plus échappé que notre nouvelle arrière-gauche, Agatha Mort-sur-le-Nils, préfère attaquer que défendre. Une sorte de trop beau troco du pauvre, quoi. Et que ça pourrait éventuellement être un souci. En revanche, porté par de très bons moins faits que la police et Crasso Bucco, et à un degré moindre par un Cafaro des temps modernes plutôt correct, alors c'est sûr, quand on ne lui demande pas de pistonner, c'est quand même mieux, je trouvais l'ensemble assez cohérent et surtout assez agréable à voir jouer. Mais pire que ça, à la 78e, après ce but un rien sublime de Charbonnier-Lévidence, autant vous dire qu'elle a, dans la même situation avec un Lenny Pintor du cadre, ça a toujours fait un partout et 3 pigeons décédés, je me disais qu'on en a qu'à me faire d'une pierre deux coups, comme on dit chez les Rennais de mon copain Braise. C'est-à-dire prendre 3 points et avoir la confirmation dans le jeu que les corrections de la mercato d'hiver étaient efficaces, donnant ainsi enfin raison à Roro, pourtant habituellement serré du crapaud, de l'avoir joué, cette fois-ci, au diable l'avarice, comme dit son angiologue. Seulement voilà, en moins de temps qu'il n'en faut à Ibrahimovic pour écrire son nom en pissant dans la neige, le château de cartes s'est effondré. Et quand on a vu l'option choisie par C'est mon fils, ma batelesse, pendant le match, on s'est regardé avec mon brouillard 19 et on s'est dit qu'on n'était pas à l'abri d'avoir le cul qui pique dans les 15 dernières minutes.
Et encore, à ce moment-là, on ne se doutait pas à quel point. Donc si je lance un appel, si quelqu'un d'entre vous est en mesure de m'expliquer dans quelle mesure ça peut être une bonne idée à ce moment-là du match de choisir une option purement défensive en renforçant le muscle, Louis LVMH Mouton, Petro Nanfo, ou alors les copines, Mouette et Chambaud, tout en sortant Charbonnier de Bain, ce qui a eu pour effet d'isoler en pointe notre Crasso Bucco, le seul mec qu'on avait capable de tenir et de cacher le ballon en zone intermédiaire et au milieu. Le tout résultant dans une brutale descente du bloc en mode cul tourné et short baissé en attendant la cartouche. Du coup, on avait pris 2 des cartouches. Oui, si quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous est capable de m'expliquer quelle mouche du coach a piqué Batles, alors là, je veux bien qu'il m'explique, je suis même prêt à payer le timbre de l'enveloppe retour. Donc on y vient, vous l'avez compris, j'en veux beaucoup à Laurent Batles, et ça sera mon chapitre 2, qui s'appelle « Un gars qui ne coach plus les bonnes cases ». Alors attaquer dans le vif du sujet. Bon, j'essaie généralement de me méfier des jugements intempestifs, mais là, comment vous dire à quel point je suis profondément déçu de ces Memphis Batles. Une déception qui est directement proportionnelle aux espoirs, sans doute un peu naïfs, que j'avais placés en lui à son arrivée. Parce que l'été dernier, quand son nom a été annoncé, je faisais partie des enthousiastes. Je me disais, un gars frais, enfin, après le recyclage des anciens, Puel, Dupraz, voilà. Un mec labellisé ASS, un mec dont l'expérience récente à 3 avait fait quand même grimper ses actions comme une grenouille à la petite échelle de son bocal quand le temps va changer. Et enfin, un mec dont je pensais qu'il avait des idées sur le foot. Alors ça, des idées, il en a. Mais le tout, c'est d'essayer d'avoir les bonnes. Et après ces 8 premiers mois à la tête de l'équipe, le constat, il est froid, il est implacable. C'est un échec. Et ceux qui ont fait ce choix de le nommer devront se questionner aussi. Un échec suffisamment net pour que j'ai envie d'y aller de mon j'accuse, façon Zola, et Pan en plein dans les mille, pour au moins 3 choses à mettre dans la colonne débit de son bilan intermédiaire, une sorte de valse à 3 temps chronologique et lancinante. D'abord, j'accuse Laurent Batles d'avoir mis le club en danger jusqu'à la pause Coupe du Monde, en s'entêtant dans le dogmatisme de son système à 3 défenseurs centraux, qui s'est pourtant très rapidement révélé dangereusement suicidaire, tout simplement faute d'avoir les bons combattants formés à ce type de combat, c'est pas plus compliqué que ça. Le résultat sportif fut catastrophique, le résultat comptable aussi, et moi j'ajoute qu'au passage, ça lui a probablement fait perdre le soutien d'une partie de son groupe, de ceux qui devaient tout le temps compenser les déséquilibres de ce système, de ceux qui ne jouaient pas au milieu et devant faute de place disponible, et enfin de ceux qu'il a fini par griller en voulant à marche forcée en faire des pistons alors qu'il n'en avait ni la qualité ni l'envie. Je pense à Mathieu Cafarouche, je pense à Aiki Profite le Crime, dans une moindre mesure parce que je pense qu'il n'a pas le niveau, je pense quand même à mon Amri d'enfance, et je vous fais grâce de sa copine Pintor ou à travers, qui lui de toute façon n'est pas un joueur de foot. Et aujourd'hui, on paye encore tous ces mois passés à jouer d'une certaine manière contre nature, ou en tout cas contre les caractéristiques des joueurs qu'on avait. Ensuite, j'accuse Laurent Batles d'être incapable, pendant les matchs, d'avoir la bonne lecture de la partie, comme me le confiait l'excellent gamin Sylvain de Green Prospect. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, mais à chaque gros plan sur Batles, dans les moments de dur, on voit qu'il a ce regard du veau perdu dans la luzerne. Et samedi, encore, ses choix sont, à mon sens, en grande partie responsables de cette catastrophe finale, de ce coup de tonnerre à la fin du match. Et plus le temps passe, plus je me dis que d'un point de vue lecture tactique, j'ai le sentiment qu'il est à l'architecture moderne du foot, ce que la tour de Pise est au fil à plomb. Enfin, j'accuse Laurent Batles d'avoir ses têtes et d'avoir appliqué chez nous la stratégie des copines. Alors la liste est longue, mais pour citer que les principaux, Pintor du coup, on a parlé, la légende de Jimmy Giraudon, échec, Mouette et Chambaud, échec, Petro Nanfo, mon Amri d'enfance. Tout ça, c'est trop souvent et c'est trop longtemps. Et si au moins ces mecs-là rendaient quelque chose à leur coach ou à l'équipe, j'aurais un tout petit peu moins le sentiment d'avoir été pris pour une truite. Mais samedi, les gars qui rentrent, puisque le coach n'avait pas eu d'autre idée plus brillante que de bétonner pour tenir le résultat, devant 18 000 personnes à la piole, je le souligne quand même, j'attendais au moins que ces
les 4 mecs auxquels je pense donnent tout, quitte à finir en réanimation à Nord, l'hôpital, hein, pas le COP. Et ben même pas. Et au passage, moi je suis comme ça, j'hésite pas à faire mienne une réflexion de mon ami Adbrouillat 19. Quand on regarde bien, on a joué une grande partie du match avec une certaine équipe, et on a fini les 10 dernières minutes avec une autre. Et dans cette autre, on a introduit tous les mecs en échec sur la phase aller. Alors c'est peut-être un raccourci, un rien cavalier, mais les chiens ne faisant pas des chats, on a eu le même résultat pendant la phase aller. On a perdu et on s'est fait rougir le fion. Alors en conclusion, maintenant que c'est fait, inutile de tirer des glands sur la pommette, je reste confiant sur les apports sur le moyen terme des nouveaux joueurs à arriver et de ceux qui peut-être arriveront encore d'ici mardi minuit. Et en bon optimiste devant l'éternel, je suis même prêt à vous parier le double de ce que vous pensez contre la moitié de ce que vous savez, que la SS va se maintenir. Mais à mon sens, ça sera à 2 conditions. Déjà, ne plus trop traîner en route et arrêter de rater le bus comme on l'a fait samedi. Voir l'apophthegme final ci-dessous. Et aussi et surtout que c'est mon fils Mavotles arrête de faire des gros yeux du lapin pris dans les phares et finisse par les ouvrir, ces gros yeux, et qu'ils réagissent. Car si on suppute, bonjour madame, que l'effectif a été suffisamment et quantitativement corrigé pour viser au minimum un maintien en Ligue 2, en football, un bon effectif sans un bon coach, c'est comme un taxi londonien sans essuie-glace, ça ne rime plus à rien. Et même pour lui et la suite de sa carrière, je lui souhaite de réagir. Car parti comme c'est, il va finir par quitter la SS en juin 2024, une main devant, une main derrière, avec une réputation aussi souillée qu'un couvre-lit d'hôtel de passe. Et je termine par l'apophthegme numéro 2. Est-ce qu'à force de rater son bus, on peut devenir ceinture noire de car raté? Salut les groupies, à la prochaine.